grand merci à vous. Non, je ne suis pas accablé par l'élection américaine, contrairement à probablement 90% d'entre vous. Je trouve qu'il y a au moins un avantage, alors sûrement pas pour les femmes, mais il y a un avantage à l'élection de Trump, c'est le rapport avec la Russie. Et je pense qu'Obama a été sur ce sujet calamiteux, et que l'Europe a été aussi calamiteuse que lui, en particulier notre président. Et je pense que sur la question aussi bien de l'Ukraine que de la Syrie, on risquait vraiment avec Poutine d'avoir une montée aux extrêmes, d'avoir... Comme ça s'est passé en 1914, la Première Guerre mondiale s'est déclenchée à cause des alliances en vérité. Et donc je ne suis pas aussi accablé que je devrais l'être. En plus je pense qu'Hillary Clinton n'était pas quelqu'un de si grandiose qu'on est vraiment beaucoup perdu. En revanche, la réfraction en France est inquiétante parce que ça ouvre des perspectives aux plus mauvais. Et il y en a quand même deux. Je vous laisse trouver. Je reviens au vrai sujet, on ne va pas parler de politique politicienne ce soir. Pour comprendre la révolution transhumaniste, vous parliez tout à l'heure, et merci de ces paroles de bienvenue, de mon ami Laurent Alexandre, qui est quelqu'un d'épatant, qui a écrit un livre en effet formidable, La mort de la mort, c'est un livre passionnant. Je vous signale aussi son livre qui s'appelle La victoire, ou La défaite du cancer, ou La victoire, il a deux titres, mais enfin La défaite du cancer, qui est un livre formidable. Ça concerne tout le monde. Un Français sur 3 aura un cancer. Donc c'est un livre vraiment que je recommande. Eh oui, eh oui. Eh oui. Ben, les amis, c'est comme ça, j'y peux rien, ce sont les statistiques de l'INCA. Un Français sur 3 aura un cancer dans sa vie, oui. Et il y en a forcément dans la salle. Et donc ces statistiques, ça fait partie du jeu. J'en ai au moins une trentaine autour de moi, dans ma génération, quand on vieillit, ça fait partie du jeu de la vie. Et sur cette question du cancer, le livre de Laurent Alexandre est absolument passionnant. Et ce qu'on fait en France maintenant, notamment à François Roussy, est formidable sur les thérapies personnalisées qui sont vraiment un progrès extraordinaire dans ce domaine de l'oncologie. Et donc je vous recommande les deux livres de Laurent Alexandre, qui est quelqu'un de assez particulier, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a un caractère de chien, mais qui est vraiment très très intéressant. Pour comprendre la révolution transhumaniste, il faut partir d'abord, si on veut avoir le spectre large et avoir l'ensemble des données, de la troisième révolution industrielle. Nous vivons la troisième révolution industrielle, contrairement à ce qu'on dit bêtement, il n'y en a pas 4, il n'y en a que 3, et c'est très important de comprendre pourquoi, je vous dirai peut-être pourquoi tout à l'heure. On vit une troisième révolution industrielle qui comprend en elle 8 innovations. 8 innovations que je vais simplement évoquer, mais qui ont 2 retombées, car c'est une plateforme technologique qui est commune, à la fois à ces 2 retombées qui sont d'un côté la biomédecine, donc le transhumanisme, le projet de modifier l'espèce humaine, et puis de l'autre côté ce qu'on a appelé, ce que Maurice Lévy a appelé l'ubérisation du monde, dont le modèle à l'état chimiquement pur est en vérité Airbnb. Simplement, Airbnbisation du monde, ça ne se dit pas facilement, ubérisation était plus facile, mais le vrai modèle, c'est Airbnb, le modèle de l'économie collaborative à l'état chimiquement pur. Les 2 retombées, donc d'un côté le transhumanisme, de l'autre côté l'économie collaborative, eh bien, ces 2 retombées ont une plateforme technologique largement commune, qui est celle de la troisième révolution industrielle. Voilà le schéma global. Alors, je me suis intéressé à la question déjà comme ministre de la Recherche, évidemment, question de l'innovation, de la troisième révolution industrielle, et puis après parce que j'en avais par-dessus la tête des retours à la Troisième République, aux blouses grises, aux plumes sergent-major, ce qui est l'exercice dans le monde intellectuel qui est le plus privé aujourd'hui et qui me désespère. Je n'ai aucune admiration pour la Troisième République, je la déteste à peu près à tous égards, et je pense que le monde que nous vivons aujourd'hui est beaucoup plus intéressant que la Troisième République. Comme le disait Hegel, la philosophie, c'est son temps saisi dans la pensée. Et notre époque, c'est 1, la mondialisation, 2, la troisième révolution industrielle, et 3, oui, s'ils peuvent faire un peu moins de bruit à côté, ce serait gentil, c'est la révolution du mariage d'amour. Ce sont les trois grands traits caractéristiques du temps présent. En quoi consiste cette troisième révolution industrielle ? Pour qu'il y ait révolution industrielle, c'est un grand débat chez les économistes. Moi, je vous donne simplement le résultat auquel je suis arrivé. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais vous auriez tort. Je pense que j'ai raison sur le sujet. C'est ma rubrique Ami paranoïaque, bonjour. Mais pour qu'il y ait une vraie révolution industrielle et pas simplement une innovation partielle,
il faut qu'il y ait 3 éléments qui sont inséparables. 1, des nouvelles sources d'énergie. 2, des nouveaux modes de communication, communication des idées et communication physique, c'est-à-dire des personnes et des choses. Et 3, que ces 2 innovations, énergie et communication nouvelle, commandent une nouvelle organisation de l'économie. Première révolution industrielle, on est en 1769, c'est Watt qui invente la machine à vapeur. La machine à vapeur, ça n'a l'air de rien, on pense tout de suite à la sidérurgie, ce n'est pas l'essentiel. La machine à vapeur, elle va être immédiatement couplée avec la machine à imprimer, ce sont les rotatives, les imprimantes à rouleau, l'imprimerie industrielle. L'imprimerie industrielle, communication des idées nouvelles. On va pouvoir imprimer la grande presse et on va pouvoir imprimer les livres à bon marché, le livre de poche. Eh bien, la grande presse, c'est la naissance de la démocratie. On peut ne pas aimer la presse, ce qui est mon cas, mais je la lis quand même tous les jours. Et sans la grande presse, il n'y a pas d'espace public démocratique, de discussion. Et puis, c'est la naissance de l'éducation nationale. Sans les manuels scolaires, pas d'éducation nationale. Et donc, cette invention de la machine à vapeur, elle va être l'invention, communication des idées, encore une fois, de la démocratie, de l'éducation nationale, de la grande presse et des livres à bon marché. Et puis communication réelle, physique, c'est évidemment le chemin de fer qui va permettre de transporter les marchandises et les personnes. 3e niveau de la première révolution industrielle, on a la naissance des usines, les unités de production centralisées. Ça n'a l'air de rien, c'est la naissance de la classe ouvrière, tout simplement. Naissance de la classe ouvrière, naissance des usines centralisées, naissance des grandes villes, avec quelque chose, il existait des grandes villes, mais très rares, avec quelque chose de tout à fait particulier qui est par avance le contraire exact de l'économie collaborative, d'Airbnb, d'Uber et des autres. C'est que cette organisation de l'économie, dans la première révolution industrielle, cette première organisation de l'économie, elle est totalement hiérarchisée, verticale, autoritaire et centralisée. Le contraire du management latéral, horizontal que revendiquent Airbnb ou Uber. 2e révolution industrielle, c'est très important de noter, c'est épais une révolution industrielle, ça dure longtemps, ça dure 100 ans. On est un siècle après, on va inventer 2 nouvelles sources d'énergie. Watt est dépassé par Edison qui invente, il n'y en a plus maintenant, mais l'ampoule électrique à filament. Maintenant on a des LED, mais l'ampoule électrique à filament, c'est une invention merveilleuse. On est dans les années 1880, donc presque un siècle après, un peu plus, mais à 2 capis près, c'est la même chose. Et immédiatement après l'invention de l'électricité, de l'ampoule à filament, on invente une 2e source d'énergie, le moteur à explosion. Nouveau mode de communication des idées, le télégramme, le télégraphe, le téléphone, la radio, la télévision. Et nouvelle forme de communication des personnes et des choses, on invente le train électrique qui va beaucoup plus vite que le chemin de fer à vapeur, et puis évidemment le camion, la voiture et l'avion à hélice. Nouvelle organisation de l'économie, c'est l'apparition des multinationales, 3e niveau de la 2e révolution industrielle. Sans le téléphone et sans l'avion, pas de multinationales. Vous voyez comment ça fonctionne? Voilà pourquoi. Je pourrais vous raconter ça pendant un séminaire d'une année, mais on voit comment ça fonctionne, c'est-à-dire comment nouvelles sources d'énergie, nouveaux modes de communication intellectuelle et physique, plus nouvelle organisation de l'économie, forment une révolution industrielle. Et je vous donne un élément fondamental, comprendre pourquoi ça dure longtemps. Merci, c'est gentil, c'est parce que je veux qu'au fond de la classe, ils suivent. Non, laisse-le, va pas t'embêter. Pourquoi c'est épais? Pourquoi ça dure longtemps? Parce que vous avez un moment schumpeterien et un moment keynésien, pour parler comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Il y a un moment de destruction par l'innovation des emplois anciens, et c'est le moment que nous vivons aujourd'hui avec l'économie collaborative. Que disent les hôteliers à Airbnb? Ils disent, mais nous, on a des normes incendies, des normes handicap, on a des salariés, on a des murs, on a 1000 choses de réglementation que les particuliers n'ont pas sur le dos. Et donc, on a un moment schumpeterien qui est un moment donc, de destruction du monde ancien, et notamment des emplois anciens. Et puis et ça dure longtemps, ça dure 30-40 ans. Et puis on a un moment de recréation d'objets de consommation, de grande consommation, avec recréation d'emplois.
Et c'est évidemment ces deux moments qui forment ensemble la période qui dure 80 ou 100 ans ou 120 ans d'une grande révolution industrielle. C'est pour ça que c'est complètement absurde de parler de quatrième révolution industrielle. Laissez ça à la presse, ça n'a pas de sens. La troisième révolution industrielle comprend évidemment la robotique, l'automatisation, la digitalisation, l'intelligence artificielle, le traitement du big data, tout ça fait partie de la troisième. Et va entraîner des grandes destructions d'emplois et des grandes recréations d'emplois. Ce qu'on va vivre n'est pas la fin du travail, comme le dit bêtement Rifkin, qui, à mon avis, est un imposteur absolu. Il annonce la fin du capitalisme, la fin de la propriété privée, l'âge de l'accès. On va vivre exactement l'inverse. On va vivre un capitalisme schumpeterien multiplié par 1000, avec des profits colossaux. Et donc c'est exactement l'inverse de ce qu'il annonce. On ne vivra pas la fin du travail, mais on va vivre un grand déversement. Prenons un exemple tout simple pour se comprendre tout de suite. Le modèle historique, c'est 1831. Si vous êtes allé à Lyon, vous êtes allé dans un restaurant lyonnais. Moi, j'ai dirigé le département de sciences politiques de l'Université de Lyon pendant 8 ans. Dès que je suis arrivé, plat inévitable dans un bouchon lyonnais, la cervelle de canut. D'où ça vient? Les canuts, on est en 1831, révolte des canuts. À l'époque, il y avait encore des gens raisonnables au ministère de l'Éducation. On enseignait l'histoire chronologique, on parlait de la révolte des canuts. C'est la première révolte dans l'histoire contre l'innovation technologique qui supprime les emplois. Les canuts étaient les ouvriers tisserands, héritiers des Luddites. 1811 en Angleterre, c'est la même révolte. Les canuts, restons en France, 1831, on les appelait les canuts parce qu'ils tissaient avec des grosses aiguilles qui s'appelaient des cannes, tout simplement. Vous avez vu ça dans les ports de Méditerranée, du Var par exemple. Il y a encore peu de temps, les pêcheurs ravaudaient leurs filets avec des grosses aiguilles en bois. Ça s'appelait des cannes. Ouvriers canuts. Qu'est-ce qui se passe en 1831? On importe la fameuse machine Jacquard. Quand j'étais gamin, il y avait encore des pulls Jacquard. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Ils étaient très laids d'ailleurs, extrêmement bariolés, fabriqués avec ces machines à tisser. Et la machine Jacquard, évidemment, machine à tisser, les ouvriers se révoltent parce qu'elle leur pique les emplois. Et ils ont raison d'une certaine manière. Sauf qu'ils ont tort en ce sens que la machine Jacquard va créer beaucoup d'emplois. Mais elle va détruire les leurs d'abord. Schumpeterien, keynésien, destruction, recréation. Eh bien, les canuts se révoltent contre ces machines à tisser. Et c'est là d'ailleurs, petite notation sémantique, que le mot sabotage apparaît en français. Parce qu'ils jettent les sabots dans les machines à tisser pour les détraquer. Et après, ils jettent les machines détraquées dans la Saône ou dans le Rhône. La police intervient, massacre les malheureux. Et cette révolte est restée comme la première, la matrice absolue de la révolte contre l'innovation technologique. C'est la même révolte aujourd'hui des hôteliers contre Airbnb, des taxis contre Uber, bientôt des libraires contre Amazon. Il y a 3000 libraires en France. Il en restera combien dans 10 ans? Il va leur arriver la même chose qu'aux disquaires. Même chose pour les agences de voyage. Qui d'entre nous prend un billet Paris-Lyon dans une agence de voyage? Personne, même ma grand-mère ne le ferait plus. Et donc on a des métiers qui vont disparaître. Amazon crée beaucoup d'emplois. Le problème qu'on aura, ce n'est pas un problème de fin du travail. Rifkin déconne comme d'habitude sur ce sujet comme sur les autres. La vérité, c'est qu'on aura un problème de transition majeure. Parce que si vous dites à un libraire qui perd sa librairie, qui met la clé sous la porte dans une ville de province, mon pote, c'est pas grave parce que Amazon crée des emplois, il y a juste un détail, c'est pas pour toi, c'est pas maintenant et c'est pas chez toi, ça va pas le consoler beaucoup. Et donc le problème qu'on aura, c'est un problème de formation professionnelle majeur, avec un scandale français qui est que sur les 35 milliards de la formation professionnelle, 5 vont aux chômeurs et 30 vont vers ceux qui ont un emploi et pour financer les partenaires sociaux. Je ferme la parenthèse, mais je ne crois pas à la thèse de la fin du travail. Je pense que les nouvelles technologies vont créer énormément d'emplois, mais qu'on aura un problème de transition considérable, de déversement, comme disent les économistes, considérable. Troisième révolution industrielle, c'est celle qui m'intéresse, pour en venir au transhumanisme. Troisième révolution industrielle, la nouvelle énergie, c'est l'intelligence. C'est l'invention du web. 1990, on est là encore un siècle après. Ce n'est pas un hasard. Toujours cette épaisseur des révolutions industrielles, avec ces deux moments de destruction et de recréation.
1990, on invente le web. Ne confondez pas le web et le net, c'est deux choses différentes. Le web est une application du net qui est créée par un Britannique et un Belge, Tim Berners-Lee et Robert Cailliot en 1990. Et le web est une invention intelligente, géniale. Le web, c'est la toile d'araignée, c'est-à-dire qu'il s'agit, le net existait déjà, de casser les silos sur le net. Il s'agit de faire en sorte qu'on ait un langage commun, tous avec tous, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, à n'importe quel point du globe. On peut communiquer avec un Chinois, un Africain, un Américain, à n'importe quelle heure, et avec un langage commun. C'est ça le web, la toile. Et donc ce web, c'est une énergie, si je puis dire. On est dans le domaine des bits, ce n'est pas des atomes, on est dans le domaine de l'intelligence. Et à nouveau, on va retrouver deux modes de communication nouveaux. Communication des idées, virtuelle. On est, pour nous, 97%, c'est Google. Et vous pouvez y rajouter Skype, les réseaux sociaux, vous pouvez y rajouter Instagram, Facebook, LinkedIn ou Twitter. On est dans la communication des idées, du virtuel. Quand je dis des idées, ça peut être des images, des films, des musiques ou des textes. Mais on est dans la communication, encore une fois, des bits, ce n'est pas des atomes. Et puis communication réelle. On retrouve toujours les deux modes de communication dans une grande révolution industrielle. C'est l'Internet des objets. On estime qu'il y a aujourd'hui, non pas comme on le dit bêtement 6 ou 8 milliards, mais probablement 15 milliards d'objets connectés. Ce qui m'exaspère en France, c'est que quand on parle de l'Internet des objets connectés, on prend toujours cet exemple à la con qui est le frigidaire connecté dont on n'a rien à foutre. Voilà, soyons clairs, ça me met en colère, donc je deviens grossier. Que votre frigidaire soit capable de voir qu'il vous manque du jus d'orange ou du beurre et qu'il le commande tout seul au G20, on s'en tape. C'est pas ça les objets connectés. Ça ne change rien. Les objets connectés, il y en aura 300 milliards à la fin de la prochaine décennie. Il y en aura partout. Dans vos enfants, dans votre chien, dans votre chat, dans vos godasses, dans le plancher, dans les murs. Et c'est ce qui permettra 1000 choses beaucoup plus importantes que le frigidaire. Ça permet déjà à la Google Car de fonctionner parfaitement. Elle a fait des millions de kilomètres sans accident cet été dans 4 États américains. Le truck dont vous parliez tout à l'heure, Google Truck, il a le camion autopiloté. Vous avez vu que la semaine dernière, un camion autopiloté aux États-Unis a fait une livraison tout seul sur 200 km dans le trafic, sans problème. Et en effet, ce n'est pas dans 15 ans que le métier de chauffeur disparaîtra, c'est beaucoup plus vite que ça. Ça ira très très vite. Le seul problème qu'on a, c'est de remplacer un parc automobile par un autre. Mais sinon, elle est parfaitement opérationnelle, cette voiture autopilotée. Ce qui supprime beaucoup d'embêtements. L'alcoolisme au volant en Bretagne, c'est terminé. Parce que, ou dans le Var, si vous préférez, je ne suis pas... Oui. Non, mais vous pourrez continuer à boire, c'est qu'il n'y aura plus de volant. Non, vous pourrez picoler tant que vous voudrez, mais vous serez moins dangereux. Et donc... plus besoin de permis de conduire, l'urbanisme changera. Il est absurde de construire des parkings dans les villes aujourd'hui. Les voitures iront se garer toutes seules. Elles sont parfaitement capables de le faire. Il n'y a aucun problème, ça existe. Ce n'est pas de la science-fiction, on y est. Elles sont en parfait état de marche. Le problème, c'est qu'un parc automobile, ça dure 15 ans. Mais les objets interconnectés, c'est ce qui permettra d'éviter les feux rouges, les limitations de vitesse, les stops, les permis de conduire, l'âge de la retraite, si je puis dire, au volant, etc. Et donc on a là, ça permettra de lutter contre le cancer, ça permettra de régler en partie le problème du terrorisme, de la criminalité. Il y aura 1000 applications de ces objets connectés. Ça permettra aussi de régler un problème majeur de l'État-providence, qui est le problème de la grande dépendance. Très très important. On a déjà des startups hyper performantes qui permettent de garder les personnes hyper dépendantes à la maison avec des algorithmes d'une finesse exceptionnelle. Ce n'est pas simplement des caméras de surveillance. On sait que si un vieux cardiaque saute un repas, ce n'est pas anecdotique, c'est qu'il va peut-être faire une crise cardiaque, par exemple. Et tout ça est repéré par des capteurs, par des algorithmes. Les supply chains vont complètement changer. Tout ça est en train d'être bouleversé. Le monde de l'industrie va être bouleversé comme jamais. Ça va changer le monde davantage dans les 30 ans qui viennent que dans les 3000 ans qui précèdent. Et donc, on vit cette troisième révolution industrielle. Je vous disais, nouvelle énergie. Ce truc commence à m'exaspérer parce qu'il n'est pas très performant, pour être franc.
Voilà, on va le serrer. Et donc, on a nouvelle source d'énergie, c'est l'intelligence du web. On a nouveaux modes de communication idéal. Oui, il suffisait de le... En fait, il est très bien ce truc, il suffisait de le serrer, c'est tout. Et nouveaux modes de communication avec l'Internet des objets. Et troisième niveau de la troisième révolution industrielle, c'est l'économie collaborative, le contraire de l'organisation économique de l'usine. Avec le modèle qui est Airbnb, qui est un modèle intéressant. Il ne faut pas dire uberisation pour dire concurrence. Non, c'est une concurrence d'un type nouveau parce qu'on a affaire à une concurrence qui repose sur trois innovations magnifiques. Un, l'Internet des objets, les capteurs sur votre smartphone. Deux, l'intelligence artificielle qui seule est capable de traiter des milliards de données en temps réel. Et puis trois, le traitement du big data. Donc, intelligence artificielle, capteur, c'est-à-dire Internet des objets, et traitement du big data permettent à Airbnb ou Uber de fonctionner. Sans ces trois éléments, pas de Uber, pas d'Airbnb. Et deuxième élément, vous avez affaire à une concurrence d'un type nouveau, parce que ce n'est pas une concurrence de professionnels contre d'autres professionnels. Il n'y a pas d'hôtelier chez Airbnb. Vous voyez ? Et donc, on a une concurrence qui est celle de l'intelligence artificielle contre des professionnels de la profession. C'est donc très nouveau. Et donc, ce qu'on va vivre, c'est marchandisation du monde, dumping social et déréglementation. Plus super profit capitaliste. Donc, exactement le contraire de ce qu'annonce ce crétin de Rifkin. Non, je ne peux plus le supporter, lui. Vraiment, je me suis engueulé avec lui sur France Inter. On est parti, on ne s'est pas serré la main, mais j'en suis ravi. Et franchement, c'est n'importe quoi. Encore une fois, c'est dumping social, dérégulation, marchandisation du monde. Quand je recevais des gens à la maison, je ne les faisais pas payer avant. Et donc, c'est... en plus, profits colossaux. La capitalisation en bourse d'Airbnb, c'est 3 fois le groupe Accor. Ils n'ont pas une cuvette de chiottes, ils n'ont pas un mur, ils n'ont pas une salle de bain. Vous voyez ? Et donc, quand on nous annonce la fin du capitalisme, ça fait rêver. Bon, et dumping social, quand vous allez chez McDo, vous tapez vous-même votre menu, que vous allez à Orly ou Charles de Gaulle, vous tapez votre carte d'embarquement, sur le travail que vous faites, l'employeur ne paye pas de charges sociales. Dumping social majeur. Donc c'est du super capitalisme schumpeterien. C'est de la disruption créatrice. Et donc annoncer la fin du capitalisme, la fin du profit et la fin de la propriété privée, je n'ai jamais vu de ma vie une idéologie au sens de Marx, une illusion, une déformation de la réalité à l'état aussi chimiquement pur. Troisième révolution industrielle, je vous disais, deuxième élément. Premier élément, qu'est-ce qu'une révolution industrielle ? Deuxième élément de réflexion, cette troisième révolution industrielle, maintenant que je viens de dire qu'il y avait 3 niveaux, énergie, communication, organisation de l'économie, cette troisième révolution industrielle, si vous voulez comprendre ce qui se passe, il faut bien voir qu'elle comprend, cette troisième révolution industrielle, 8 innovations géniales. Et elles sont convergentes. Et ces 8 innovations vont permettre une transformation du monde dans les 20 ans qui viennent, je prétends plus que dans les 2000 ans qui précèdent. 8 innovations, je ne peux que les nommer, j'en développerai une ou deux pour comprendre le transhumanisme, mais je ne peux que les nommer. Il y a les fameuses NBIC, donc nanotechnologie, biotechnologie, informatique et cognitivisme. Cognitivisme, c'est un faux ami, ça veut dire l'intelligence artificielle. Juste, je développe biotech et intelligence artificielle un tout petit peu, parce que c'est la base du transhumanisme. Donc, nanotechnologie, je laisse de côté, je vous renvoie au livre de mon ami Étienne Klein, c'est moi qui lui ai fait faire ce livre parce que j'y comprenais rien. Et ce livre s'appelle le Small Bang, par opposition au Big Bang. Un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. On fabrique aujourd'hui des capteurs, tenez-vous bien, des machines qui circulent dans le corps et dont le diamètre est 50 000 fois plus petit qu'un cheveu. Et ces machines sont capables de repérer des gènes mutés. Ça va tout changer, les nanos. Tout va être bouleversé par les nanos, mais je ne peux pas le développer. Si vous avez des questions là-dessus, je serais ravi de développer, mais essayons d'aller à l'essentiel, puisque le sujet était le transhumanisme. Nanotechnologie, biotech. Biotech, c'est 2 choses. Il y a plein d'autres, mais biotechnologie, c'est vraiment 2 éléments essentiels. Un, il faut savoir que le premier séquençage du génome humain, il a été achevé en 2003. Alors, tenez-vous bien, gardez les chiffres en tête, parce qu'on dit souvent « Ah oui, mais il y avoir plusieurs humanités, parce que tout ça coûte très cher. » Non. Le premier séquençage du génome humain commence en 2000, il dure 3 ans, il est achevé en 2003, et il coûte, tenez-vous bien, 3 milliards de dollars.
3 milliards de dollars. Aujourd'hui, un séquençage de génome humain, un complet, ça coûte 2000 €. À la fin de la décennie, ça coûtera moins cher qu'une prise de sang. Et ça vous permet de repérer toutes les maladies génétiques dont vous êtes potentiellement porteur. S'il n'y a pas de thérapeutique, il vaut mieux éviter. Ça casse le moral pour rien. Mais s'il y a une thérapeutique, il vaut mieux le faire. Pour 300 $, mesdames, pour 300 $, vous envoyez une goutte de salive, on vous fait un séquençage du génome qui vous permet de mesurer exactement le risque que vous avez d'avoir un cancer du sein. C'est ce qu'a fait Angelina Jolie. Elle a 95% de risque, elle a décidé de faire la mammosectomie, l'ablation des seins. N'importe quel oncologue sérieux lui aurait conseillé d'en faire autant. Et donc ça va tout changer, parce qu'on va pouvoir repérer les maladies génétiques. Ça va tout changer, pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième innovation. La deuxième innovation, c'est une jeune Française, Emmanuelle Charpentier, on en a beaucoup parlé, une jeune Américaine, Jennifer Doudna, qui ont inventé, il y a à peine 3 ans, 4 ans, un sécateur d'ADN, le CRISPR-Cas9, donc des enzymes qui permettent de couper l'ADN. Très bon marché, ça ne coûte rien. Et en gros, pour aller très vite, on avait déjà des enzymes qui permettaient de couper l'ADN, mais là, ça va 1000 fois mieux et ça ne coûte rien. Pour aller très vite, ça vous permet de couper, coller les séquences d'ADN aussi facilement que vous coupez un mot sur un traitement de texte. Mettez les deux découvertes ensemble, séquençage du génome, sécateur d'ADN, couper-coller. Évidemment que ce qui se profile à l'horizon, qui va être à l'origine du transhumanisme, c'est la possibilité de modifier dans le génome des cellules embryonnaires humaines les gènes mutés. Par exemple, sur des maladies comme la chorée d'Huntington, qui est une maladie monogénique, il n'y a qu'un seul gène qui est abîmé, qui est muté, on pourra, dans l'embryon humain, probablement très rapidement, on pourra corriger ces gènes, en tout cas c'est l'idée transhumaniste, et beaucoup de biologistes y croient, beaucoup sont contre, mais parce qu'on modifie le génome, bon, mais on pourra probablement modifier l'espèce humaine. Oh, c'est très gentil. Merci à vous. Je préférais un verre de rouge, mais c'est très gentil. Non, je rigole. Et donc on a là, vous voyez, deux découvertes qui marchent ensemble et qui laissent profiler la possibilité. Une équipe de généticiens chinois a déjà modifié les embryons de 95, enfin le génome de cellules embryonnaires de 95 embryons. Et donc on se lance dans cette période. NBI, I informatique, je n'y reviens pas, c'est le big data et c'est l'internet des objets. Le big data, dites-le à vos enfants, dites-le comme ça à vos enfants, évitons les discours compliqués sur les 4V, variables, je ne sais pas quoi, variété, valeur, volume, vitesse, etc. Bon. Non, le big data, c'est toutes les traces qu'on laisse sur le net, point final, c'est rien d'autre. Bon, c'est toutes les traces que vous laissez dès que vous naviguez sur Google. Dites à vos enfants, elles sont ineffaçables ces traces, et puis vous savez, Jean Tirole, vous savez qui c'est, notre prix Nobel d'économie, il a analysé ça de manière géniale sous le nom d'économie bifront, biface. C'est gratuit d'un côté, c'est payant de l'autre. Vous naviguez sur Google, il n'y a pas un compteur qui se met en marche. Toutes les traces que vous laissez sur Facebook, sur Twitter, sur Google, sur Amazon, partout, elles sont récupérées par les entreprises, notamment par Facebook, par Google, mais par beaucoup d'autres, et elles sont revendues à d'autres entreprises pour cibler la publicité, pour concevoir des nouveaux produits. En 2011 déjà, tenez-vous bien, Google avait gagné dans l'année 55 milliards de dollars en revendant simplement le big data, c'est-à-dire nous. D'où la phrase de Tim Cook, génial, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et on ne peut pas dire mieux, hein, avec un problème, à qui ça appartient, etc. Bon, je laisse de côté les débats éthico-juridiques, mais le big data, c'est ça. Voilà. NBIC, c'est, je vous en dis un petit mot. L'intelligence artificielle, le cognitivisme en anglais, l'intelligence artificielle, ne confondez pas les deux. Une de mes collègues philosophes, qui évidemment n'y connaît rien, parlait de l'intelligence artificielle forte pour parler d'AlphaGo, qui avait battu le champion du monde de jeu de Go récemment, comme vous l'avez vu. C'est l'intelligence artificielle faible, c'est pas la forte, elle est tout à fait faible. Ça n'a rien à voir avec la forte, aucun rapport. L'intelligence artificielle faible, c'est celle qui est capable, depuis 1997, Deep Blue, de battre le champion du monde d'échecs, Kasparov. Elle est capable aujourd'hui de battre évidemment le champion du monde de jeu de Go, ce qui est beaucoup, beaucoup plus difficile. Elle est capable de battre aussi le champion de Géopardy.
un jeu télévisé, vous savez, en langue naturelle, qui consiste à donner la réponse en anglais et le candidat doit trouver quelle était la question. Par exemple, je dis Danny Cohn-Bendit et la question était qui était le leader des étudiants en France en 68. Pour gagner, Watson, l'ordinateur d'IBM, est capable, tenez-vous bien parce qu'on n'arrive pas à se représenter la chose, c'est fascinant. Il est capable de lire 200 millions de pages par minute. Et c'est ce qui lui permet de battre le champion américain de Jeopardy. Vous voyez ? Ça, c'est faible. L'intelligence artificielle forte, ça n'a rien à voir. La forte, c'est le projet de l'Université de la Singularité, créé par Google en 2008, financé à coût de milliards de dollars. Ce pas des plaisantins, il faut réfléchir un peu à ce qui se passe quand Google investit des milliards de dollars. L'intelligence artificielle forte, ce serait celle d'une machine, un ordinateur, qui serait capable d'avoir, comme nous, la conscience de lui-même, la conscience de soi et des émotions, la jalousie, la peur, l'amour, la haine. Et pourquoi ils pensent à ça Google et l'Université de la Singularité, donc Ray Kurzweil, qui est d'ailleurs un type tout à fait, un grand barjot, mais très intelligent. Moi, j'ai beaucoup discuté avec les chercheurs de l'Université de la Singularité. Au début, je rigolais quand ils me disaient on va fabriquer une machine qui a la conscience de soi et des émotions. Et puis j'ai vu qu'ils me regardaient dans le blanc de l'œil comme si j'étais un spiritualiste du 19e siècle en voie de disparition. Je me suis dit, il vaut mieux éviter, il faut d'abord entendre les arguments. Quels sont leurs arguments ? Leurs arguments, ils sont en vérité très forts. Pour eux, ils sont matérialistes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Juste un petit 3 minutes de philo. Ils sont matérialistes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils pensent que nous sommes déjà des machines. C'est ça l'idée. Un matérialiste pense que le corps humain est une machine. Et ils sont monistes. Ça veut dire quoi ? Matérialiste et moniste, ça va ensemble. Ils pensent, contrairement aux chrétiens, qu'il n'y a pas d'un côté l'âme et puis de l'autre côté le corps, avec une âme mystérieuse d'un côté et puis le corps de l'autre. Il n'y a pas d'un côté la pensée et puis de l'autre côté le cerveau, qui serait une espèce de machine à part de la pensée. Non, ils sont monistes. Pour eux, ça ne fait qu'un. Autrement dit, il n'y a pas de distance entre la pensée et le cerveau. Du reste, un argument assez fort consiste à dire que si je vous bousille le cerveau, vous penserez moins bien. Ça, c'est vrai. Et donc, pour eux, la pensée n'est qu'un effet du fonctionnement des connexions neurales. Et donc, ce qu'ils disent, c'est qu'on parviendra un jour à imiter les connexions neurales dans une machine. Et c'est d'ailleurs très largement le cas aujourd'hui. On sera capable, par exemple, avec le deep learning, AlphaGo, il apprend en jouant contre lui-même. Et donc on sera capable... Et vous avez vu qu'il y a un papier qui est sorti justement de 2 chercheurs d'une filiale de Google, de Brain, et ils ont fabriqué des connexions neurales artificielles. Non mais écoutez bien, parce qu'on croit rêver, on pense que c'est de la science. Pas du tout, c'est pas de la science-fiction, c'est vrai. Ils ont inventé donc des neurones artificiels, des connexions neurales artificielles, qui ont discuté entre elles et qui ont créé sans que le type intervienne. Elles ont créé ces séquences, ces connexions neurales, tenez-vous bien, ce n'est pas une blague. Elles ont créé un code commun que les programmateurs n'ont pas compris. Et ils discutent entre eux, ou ces séquences discutent entre elles, sans qu'on soit capable de percer à jour le langage qu'elles ont inventé. Lisez l'article d'Attali dans l'Express et regardez l'article original. Il fait 15 pages en anglais, je l'ai lu hier. Fascinant. Fascinant. Très, très, très dangereux. Et n'oubliez pas que cette intelligence artificielle forte, déjà en juillet 2015, écoutez bien, parce que ça fait réfléchir. Elon Musk, vous voyez qui est Elon Musk, le patron de Tesla, et de SpaceX. Bill Gates, quand même pas un nul, et Stephen Hawking ont signé ensemble avec 1000 chercheurs, vous avez vu ça sûrement, une pétition contre les dangers de l'intelligence artificielle forte. Alors je vous signale que Elon Musk, Bill Gates et Stephen Hawking, c'est pas Finkielkraut, Régis Debray et Michel Onfray, c'est pas les anti-modernes fanatiques de la Troisième République. C'est les super acteurs de la Troisième Révolution industrielle. Elon Musk a mis immédiatement 10 millions de dollars de sa poche, qu'il a bien rempli apparemment, dans une fondation destinée exclusivement à réfléchir aux dangers de l'intelligence artificielle. Vous voyez ? Et donc, il faut écouter ça, parce qu'on est en train d'y arriver. Donc, très, très grand danger. NBIC, il faudrait rajouter, je ne développe pas, et je vais terminer dans moins de 5 minutes, mais il faut avoir ça en tête, NBIC plus 4 autres innovations.
Les imprimantes 3D, d'ici très peu de temps, on imprimera des cœurs et des foies. On imprime déjà des oreilles entières, des cartilages humains, imprimante 3D. Puis c'est aussi tout le mouvement des makers qui est derrière, mais je laisse ça de côté. Hybridation de machines, le cœur de Carmat fonctionne. Il est très cher, mais il fonctionne, il fonctionnera. On va diminuer les coûts, la loi de Moore s'applique. Hybridation de machines, donc imprimante 3D, et puis la recherche sur les cellules souches, et évidemment la robotique. Allez voir sur Google, si vous n'avez pas vu, les robots de Boston Dynamics, qui sont une filiale de Google, que Google a revendu à Toyota. Ils courent dans la neige. Et quand vous imaginez que ces robots-là, mais ils sont comme nous, ils peuvent être couplés avec Watson, avec AlphaGo, c'est-à-dire avec des puissances d'ordinateurs qui sont des milliards de fois supérieures à notre malheureuse intelligence, ça vous donne des bestiaux qui sont vraiment très, 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 très impressionnants. Et qui peuvent remplacer beaucoup de métiers, évidemment. Moment schumpeterien terrible qui s'annonce. Ces 8 innovations forment la base de la troisième révolution industrielle, et comme je vous disais, il y a deux retombées, le transhumanisme d'un côté, l'ubérisation du monde de l'autre. Transhumanisme, qu'est-ce que c'est? J'en ai presque fini, mais si vous n'aviez pas l'arrière-fond, on ne comprend rien. On pense que les types sont juste délirants. Ils ne sont pas délirants. Le transhumanisme, c'est 3 idées. 3 idées qui sont à la fois très inquiétantes et très très géniales. Et souvent plus prometteuses qu'inquiétantes. Moi, je suis très partagé et plutôt favorable. Vous verrez pourquoi. Première idée, c'est de passer d'une médecine de la thérapeutique à une médecine de l'augmentation, de l'amélioration. En anglais, c'est enhancement. Ça revient des millions de fois dans cette littérature, le mot enhancement. Quelle est l'idée? L'idée, c'est que la médecine, depuis son invention par les Grecs ou les Chinois dans l'Antiquité, elle existe probablement avant, la médecine, elle a toujours eu un modèle qui était le modèle thérapeutique. On appelait le médecin quand on s'était cassé la gueule, qu'on avait un accident, qu'on avait une maladie. Le médecin était là pour soigner. Médecine thérapeutique. Eh bien, mes amis, on veut, avec le transhumanisme, et notamment avec le CRISPR-Cas9 et le séquençage du génome, on veut passer d'une médecine de la thérapeutique à une médecine de l'augmentation, de l'amélioration de l'espèce humaine. C'est ça le projet transhumaniste. Améliorer l'espèce humaine, nous rendre plus forts, plus intelligents, plus résistants. La vaccination est déjà un premier pas. Mais regardez aussi ce que disent les transhumanistes, c'est qu'il y a des intermédiaires entre la médecine thérapeutique et la médecine de l'augmentation. Il y en a beaucoup en vérité. Il y a la vaccination, il y a la chirurgie esthétique. Quelle que soit la définition que vous donniez de la laideur, ce n'est pas une maladie. Et puis il y a les drogues, beaucoup de drogues. Pour prendre un exemple comique, mais il est très réel, le Viagra. Médecine de l'augmentation, sans mauvais jeu de mots. La pub Fiat, admirable, la petite cellule bleue qui tombe dans la Fiat 500, qui d'un seul coup devient considérable. On est dans la médecine de l'augmentation. Parce que je veux choquer personne, donc je vais prendre une barre, si j'ose dire, très élevée. Avoir des problèmes d'érection à 95 ans n'est pas pathologique. En vieillissant, les raideurs se déplacent, comme dit l'autre. Et donc on a... Oui, ça permet de comprendre. Mais... Et donc on a, il faut aussi rigoler avec ces histoires, mais on a voilà, un certain nombre d'intermédiaires entre médecine thérapeutique et médecine de l'augmentation. Et que disent les transhumanistes? Ils prennent un exemple volontiers, prenez 2 toutes petites personnes. Je ne vais pas évoquer les candidats à la présidence, mais prenez mettons, 2 messieurs d'1,45 m ou 1,50 m. Un parce qu'il a eu une pathologie dans son enfance, et l'autre simplement parce que, comme ma fille que j'ai adoptée à Bogota on est tout petit. Eh bien, vous avez 1,45 m pathologique, 1,45 m normal. Eh bien, les transhumanistes disent pourquoi refuser de soigner l'un, parce que c'est normal, et accepter de soigner l'autre parce que c'est pathologique, c'est idiot. Du moment que les deux souffrent de la petitesse, soignons-les, tous les deux, voyez. Et donc, pas de différence éthique entre pathologie et amélioration de l'espèce. Deuxième idée, qu'est-ce qu'il s'agit d'améliorer? C'est là que ça devient vraiment très intéressant. Moi, en tout cas, c'est ça qui m'intéresse. Il s'agit d'augmenter la longévité humaine. Contrairement à ce que les gens croient, je me suis engueulé avec mon camarade Kouchner, que j'adore par ailleurs, sur cette question, parce qu'il ne comprenait pas. On a augmenté l'espérance de vie, on n'a jamais augmenté la longévité. Ça n'a rien à voir. On a augmenté l'espérance de vie au XXe siècle. Je vous donne les chiffres qui sont d'ailleurs très intéressants. L'espérance de vie des Français en 1900 était très exactement de 45 ans. Pas beaucoup.
En 1951, je prends cette date fatidique parce que c'est ma date de naissance, eh bien en 1951, l'espérance de vie des Français était de 63 ans, ce qui veut dire que statistiquement, je ne serais pas devant vous ce soir, ce qui serait fâcheux, surtout pour moi. Et donc, voilà, on a aujourd'hui une espérance de vie de 81-82 ans, ça je fais toujours moyenne homme-femme. Hein. Donc on a pris 40 ans d'espérance de vie, pratiquement, depuis 1900. Mais on meurt toujours à 100 ans. 120 ans reste un record du monde, Jeanne Calment, 122 ans. Et donc on meurt toujours autour d'une centaine d'années, et encore quand on a la chance d'y arriver. Donc on a augmenté l'espérance de vie, pourquoi? Parce qu'on a éradiqué les morts précoces, et notamment grâce à la pénicilline, évidemment, puis une hygiène de vie qui est meilleure. Mais on meurt toujours, on est toujours programmé pour mourir autour de 100 ans. Le projet transhumaniste, c'est d'augmenter vraiment la vie humaine, c'est-à-dire de nous faire vivre 120, 130, 150 ans et plus. Et ils ont un modèle, alors ne me croyez pas, d'ailleurs ne me croyez jamais, allez voir vous-même sur Google, tapez sur Google « souris transgéniques Rochester ». L'université de Rochester a fabriqué des petites souris transgéniques qui sont aussi mignonnes que les autres souris. Moi j'adore les souris, je trouve ça, j'ai passé ma vie à les retirer au chat. Et ces petites souris transgéniques, elles ont une caractéristique assez intéressante, c'est qu'elles vivent 30% plus vieilles que les normales. Pourquoi ? Parce qu'on est capable, par cette transgénicité, d'allumer, quand elles sont adultes, les cellules sénescentes. Les cellules sénescentes, ce sont celles qui sont en train de mourir. Elles pompent énormément d'énergie. On les allume, on les détruit. Un peu comme un jardinier va couper les branches mortes et l'arbre revit. C'est la même idée, au fond. Eh bien, ces petites souris, elles vivent 30% plus vieilles. Donc, pour nous, ça donnerait quelque chose comme 120 ou 130 ans. Et le gros intérêt, c'est qu'elles vivent surtout beaucoup, beaucoup mieux que les souris normales. Parce que le but de l'opération n'est pas de vivre complètement gâte dans un fauteuil roulant, c'est de vivre mieux, en bonne santé. Bon. Et donc, elles n'ont pas de maladie cardiovasculaire, très peu de cancer, et surtout mobilité beaucoup plus grande que les souris normales. Et donc le projet, philosophiquement parlant, vous voyez l'idée, c'est, vous connaissez l'adage, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, c'est de fabriquer une humanité qui soit jeune et vieille à la fois. C'est très intéressant comme idée, je trouve. Fabriquer, outre le fait que moi, j'ai pas du tout envie de crever, mais l'idée, c'est, ben oui, bon, enfin, je trouve que... Bon, il y en a, vous savez, il y a beaucoup de suicides, et puis il y a beaucoup, regardez en Suisse par exemple, Dignitas et Exit prospèrent beaucoup sur ce qu'on appelle en Suisse les fatigués de la vie. J'ai beaucoup travaillé avec le ministre de la Santé en Suisse sur cette question d'Exit et Dignitas, donc du suicide assisté. Vous avez beaucoup de fatigués de la vie, donc de personnes qui sont en bonne santé, mais qui à 75-80 ans veulent partir, comme on dit. Donc moi, pas du tout. Mais bon, et donc, mais oui, je trouve qu'il y a tellement de livres à lire, tellement de femmes et d'hommes à aimer, tout ça est quand même formidable. Bon. Et donc, j'ai absolument pas envie de crever, mais indépendamment de ça, l'idée, c'est de fabriquer une humanité qui aurait donc la performance, si vous voulez, de la jeunesse, et qui aurait aussi la sagesse, si je puis dire, de la vieillesse. Je ne pense pas du tout qu'on soit plus intelligent à 66 ans, ce qui est malheureusement à mon âge, qu'à 25, mais on est tellement moins con que ça vaut quand même la peine. Et donc, voilà, je crois profondément ça. Et mon vieux père, qui s'est évadé 4 fois des camps nazis pendant cette terrible guerre, qui a vu des choses que je ne peux même pas raconter, qui sont à pleurer d'horreur, me disait toujours que si la guerre était réservée aux plus de 65 ans, il n'y en aurait pas beaucoup. Et je pense qu'il avait raison. Mais peu importe, en tout cas, le projet, c'est d'augmenter vraiment la vie humaine. Et puis la troisième idée, vous le citiez tout à l'heure, et c'est l'idée eugéniste. Alors en France, dès qu'on dit eugénisme, on a Jacques Testard sur le dos et tant d'autres. Et donc, parce qu'on dit tout de suite, ah ben ça y est, c'est le retour de Hitler, la réduction ad Hitlerum, ça marche toujours. Ça n'a rien à voir. Le projet n'a rien à voir avec Hitler, c'est tout le contraire. Et oui, c'est eugéniste quand même. Pourquoi ? L'idée, c'est qu'on a créé des États-providence en Occident pour essayer de lutter contre les inégalités sociales. On fait plus là où il y a moins. C'est les ZEP, par exemple, pour l'éducation nationale. Et donc, on a essayé de lutter contre les inégalités sociales. Eh bien, le temps est venu, disent les transhumanistes, grâce au CRISPR-Cas9, grâce à l'ingénierie génétique, de lutter aussi contre les inégalités naturelles. Contrairement à ce que dit la Manif pour tous, la nature est aveugle, amorale, injuste et insensible. La nature n'est pas un modèle moral. Il n'y a que les nazis pour prendre la nature comme un modèle moral. La nature, c'est l'élimination des faibles, c'est Darwin. Jamais on n'aurait inventé les antibiotiques ni la démocratie si on prenait la nature comme modèle. Il n'y a rien de pire que la nature. Elle est très belle quand c'est dans les îles grecques, elle est abominable quand c'est le HIV qui vous tombe dessus.
Et donc la nature, on choisit dans la nature ce qu'on aime et ce qu'on rejette. Mais c'est nous qui choisissons, ce n'est pas la nature qui choisit. Et donc le projet, c'est de passer au fond de la loterie génétique qui vous tombe dessus. Vous avez un enfant qui a la mucoviscidose, vous avez un cancer du sein génétique, vous n'y êtes strictement pour rien. Et donc c'est l'idée de passer donc, de la chance au choix, from chance to choice. Passer de la chance au sens statistique qui vous tombe dessus. Et donc au choix, c'est-à-dire à la volonté de corriger les inégalités naturelles. Après les inégalités sociales, corrigeons les inégalités naturelles. Voilà, oui, bien sûr que c'est eugéniste, puisqu'on va le faire dans l'embryon. Et on va améliorer l'espèce. Mais c'est un eugénisme qui n'est pas du tout discriminatoire ou exterminateur, mais au contraire, un eugénisme égalitariste et démocratique, qui repose sur la liberté et sur l'égalité. Vous voyez, je vais vite, mais c'est pour qu'on corrige des stéréotypes qu'on essaie de nous mettre dans la tête pour essayer de construire un anti-modèle voilà, avec des transhumanistes qui serait le retour du nazisme dans les États-Unis de Donald Trump. Tout ça est absurde. C'est beaucoup plus compliqué. Ça pose plein de problèmes, évidemment. Ça pose énormément de problèmes, parce que si on modifie le génome de l'espèce humaine, on modifiera l'espèce. Je ne dis pas du tout que ça ne pose pas de problèmes moraux considérables, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le dit. Alors je termine, j'ai déjà parlé trop longtemps, avec une seule question, en fait deux. Pourquoi c'est américain ? Tout vient de la Silicon Valley. Et toute l'innovation est américaine aujourd'hui. Quand elle n'est pas américaine, elle est chinoise. Quand elle n'est pas chinoise, elle est israélienne. Et quand elle n'est pas israélienne, elle est suisse. Rien dans l'Union européenne. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des belles startups comme Blablacar, mais toute l'infrastructure technologique vient de la Silicon Valley. C'est pas normal. Pourquoi ? Il y a des variables économiques, fiscales, historiques, mais il y a aussi des variables religieuses. Faites-y attention, c'est très très important. 4 grandes spiritualités ont fait l'Occident. Il y a Athènes et Jérusalem, il y a les Grecs et les Juifs, et il y a évidemment les chrétiens qui se divisent en deux assez rapidement, enfin surtout au XVIe siècle, entre catholiques et protestants. Les Grecs inventent le rationalisme et la démocratie, la philosophie. Les Juifs inventent le monothéisme et l'histoire qui n'est plus cyclique mais utopique et messianique. Athènes et Jérusalem, c'est vraiment les piliers. Et puis une secte juive apparaît, c'est le christianisme, et il se divise en deux au XVIe siècle entre protestants et catholiques. Ces 4 familles spirituelles de l'Occident, sur les 4, il y en a 3 qui considèrent que le scandale c'est la misère et que la richesse c'est un bienfait. Le scandale c'est la misère et la richesse, si vous êtes un type bien, c'est ce qui vous permet de lutter contre. Pour les juifs, pour les grecs, pour les protestants, le scandale c'est la misère et pas la richesse. Comme dit Aristote dans l'Éthique à Nicomach, pour être généreux, il faut être riche. Pour les catholiques, c'est l'inverse. Pour les catholiques, je veux choquer personne, mais c'est la réalité de l'histoire du catholicisme social. Le scandale, c'est la richesse, et la misère est une voie d'accès au royaume. Parabole du jeune homme riche. Un jeune juif qui va voir Jésus, il s'adresse à Jésus, qui est un rabbin, évidemment. Jésus n'est pas un chrétien. Il lui dit, Rabbi, que faut-il faire pour entrer au royaume ? Jésus lui dit, réponse de rabbin à un jeune juif, eh bien, respecte la loi, respecte le décalogue. Et le jeune homme, un peu choqué, dit à Jésus, mais Rabbi, je respecte déjà la loi, sous-entendu, je suis juif. Et Jésus lui dit, puisque tu es déjà dans le respect de la loi, du décalogue, va plus loin, puisque tu es riche, vends tes biens et distribue l'argent aux pauvres. Et le jeune homme riche s'en va en pleurant, parce qu'il ne se sent pas capable de se séparer de ses avoirs. Et c'est là que Jésus délivre la phrase que tout le monde connaît, mais souvent on a oublié le début de la parabole. Il sera aussi difficile à un riche d'entrer au royaume qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Et je rappelle toujours, parce que la culture théologique est en voie de disparition, qu'il ne s'agit pas du chat d'une aiguille, mais d'une porte de la ville par laquelle les chameaux étaient obligés de se baisser pour entrer. Sinon, ça n'aurait pas grand sens. Et donc, cette métaphore, cette parabole, elle va traverser toute l'histoire du catholicisme social. Et c'est vrai que c'est très important de voir que les pays catholiques sont extrêmement en retard en matière d'argent, de réussite sociale et d'innovation, parce que ça va avec. Et puis, une dernière remarque, et là je vous promets que je vous laisse en paix, le grand problème politique, avec un grand L, le grand problème politique, aussi bien du côté de Airbnb, de l'économie collaborative, que du côté de transhumanisme, ce sera la régulation. Il faudra réguler, ce qui ne veut pas dire interdire. Interdire est une connerie noire. Je suis totalement hostile à l'interdiction d'Airbnb, comme on l'a fait à Barcelone, à New York ou à Berlin, et comme on va le faire à Paris. Non, il faut trouver des compromis intelligents entre les taxis et Uber, entre Airbnb et les hôteliers, et puis dans toutes les startups qui vont
exister ou qui existent déjà et qui concurrencent les professionnels de la profession et les métiers traditionnels. Il faut trouver des compromis intelligents. Régulation, ce sera très difficile. Pourquoi ? Parce que ces nouvelles technologies ont 3 caractéristiques qui rendent la régulation délicate. Un, c'est super technique. J'ai mis 4 ans à écrire ce livre et j'ai travaillé comme un bœuf. Et j'ai fait 3 ans de biologie, bien avant, à un très haut niveau, pour heureusement avoir déjà un petit avantage sur nos politiques. Et puis j'étais mise la recherche, donc je m'y suis intéressé. Mais ça m'a pris énormément de temps. C'est des milliers d'heures de travail pour un petit livre. Ça va... Donc c'est très technique. Sur les 8 innovations, vous pouvez passer plusieurs vies de chercheurs sur une d'entre elles. Vous voyez, et c'est très compliqué. 2, ça va super vite. La loi de Moore s'applique. De même qu'on a doublé tous les 18 mois la puissance des processeurs des ordinateurs. Heureusement, ça va aussi dans la réduction des coûts, je l'ai dit pour le séquençage du génome, mais ça va très vite. Donc beaucoup plus vite que la régulation des politiques qui n'y comprennent rien. Et puis troisièmement, c'est mondial. Mondial, ça veut dire que les régulations nationales n'ont aucun sens. On a interdit l'insémination artificielle avec donneur aux femmes françaises. C'est une pure connerie, juste pour faire plaisir au lobby catholique du Sénat. Ça ne sert absolument à rien, puisque c'est autorisé à Londres et à Bruxelles. Ça oblige juste, c'est juste pour emmerder les Françaises et les obliger à prendre le train. Ça ne sert strictement à rien. Si les législations ne sont pas au minimum régionales, pour nous Européennes, ça ne sert strictement à rien. C'est fini aujourd'hui. C'est 1 heure de train pour aller en Belgique, où on peut pratiquer l'insémination artificielle avec donneur. Donc ça n'a aucun sens. Et donc, vous voyez, très technique, très rapide et mondial. Donc, régulation difficile. Si nos candidats à la présidence de la République découvrent l'existence du Bon Coin il y a 15 jours, on est mal. Merci de votre attention. On a quelques minutes. Oui, bah, je suis. Oui. Question. Moi, je sais que vous avez une grande passion pour les mythes. Cette révolution transhumaniste, elle renvoie à énormément de mythes. Prométhée, Faust, le golem, Pygmalion, la nouvelle Ève. Quel est, selon vous, le mythe le plus proche de cette révolution? Puis ensuite, évidemment, on passe à mythe. Ah, mais ça, je peux voir. Voilà. Écoutez, je publie 30 BD sur les 30 plus grands mythes de mythologie grecque qui sont... Si vous me lancez là-dessus, on y est encore à minuit. Non, le plus grand mythe, c'est Prométhée. Pourquoi Prométhée? Zeus a gagné la guerre contre les titans, qui sont des dieux de la violence. C'est les premiers dieux, c'est son père, Cronos. Et Zeus a gagné la guerre contre les titans. Et qu'est-ce qu'il fait quand il a gagné la guerre contre les titans? Il partage le monde avec ses frères et sœurs et ses enfants, les Olympiens. Ils sont 14. Et donc il dit, et puis aussi ses grands-parents et ceux qui l'ont aidé dans la guerre des Titans. Et donc il dit à Gaïa, sa grand-mère, tu gardes la terre, à Ouranos, son grand-père, tu gardes les cieux, à son frère Poséidon, tu prends les mers, et puis à son autre frère Tartare, tu gardes les sous-sols des enfers, etc. Et il partage exactement comme un président de la République partage un gouvernement avec des décrets d'attribution pour chaque ministère. Et une fois que le monde est partagé, en allemand ça s'appelle Urteil, c'est le partage originaire du monde, le monde est harmonieux, juste, beau et bon. Les humains n'existent pas encore, les mortels, les animaux, les plantes n'existent pas encore, il y a juste les Olympiens. Bon, il faut qu'il y ait la montagne, mais c'est tout ce qu'il y a. Et donc une fois que le monde est en paix, on s'emmerde, comme vient de me dire à l'oreille mon voisin. Pourquoi? Parce que règne, c'est de là que ça vient, le fameux calme olympien. Vous avez entendu parler du calme olympien? Eh bien, c'est la fin de la guerre. Rien n'est plus ennuyeux que la paix. Il ne se passe rien. Et donc, Zeus demande à un fils de Titan qui s'appelle Prométhée. Prométhée, ça veut dire en grec celui qui pense en avant. Ça s'oppose à son frère Épiméthée, c'est l'idiot de la famille, celui qui pense en retard. Et donc, il demande à Prométhée de fabriquer les mortels. Pourquoi? Pour se désennuyer du temps. Parce qu'avec les mortels, l'histoire va revenir, la vie va revenir, la succession des générations. Et les dieux vont adorer s'amuser avec les mortels comme un enfant sadique s'amuse avec une fourmilière. Et donc Prométhée a un frère crétin qui s'appelle Épiméthée. Épiméthée dit « Oh, pitié, frère, laisse-moi m'exercer sur ces mortels inférieurs que sont les animaux. » Épiméthée, Prométhée, la mort dans l'âme, permet à son frère crétin, Épiméthée, de construire les animaux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez bien, parce que c'est vraiment un mythe, c'est le plus profond de tous les mythes. Épiméthée va fabriquer des espèces animales de manière en fait très intelligente, mais dramatique. C'est-à-dire qu'il va fabriquer des petites figurines, des petites statuettes avec de l'eau et de l'argile, et il va fabriquer un modèle pour chaque espèce.
qui va programmer chaque espèce. Les abeilles sont programmées pour fabriquer du miel, les chats pour courir après les souris, etc. Et donc, chaque espèce aura un modèle, elle aura une place dans le monde, sur l'eau, dans l'eau comme les poissons, dans les airs comme les oiseaux, dans les régions froides comme les ours blancs, etc. Donc, un modèle, une place et des dons particuliers. Les animaux ont beaucoup plus de dons que nous. Ils auront des ailes, des nageoires, des griffes, de la fourrure, des carapaces, toutes choses que les petits humains n'ont pas. Et donc, n'oubliez pas, archétype, un modèle, une place dans l'univers et des dons particuliers très utiles pour survivre par rapport aux autres espèces. Et donc, il équilibre le monde, il fabrique un biosystème parfait. La tortue qui va pas vite, qui pourrait être mangée par le renard, elle a une carapace pour être protégée. Le lapin qui va très vite, mais qui n'a pas de griffes et pas d'ailes, il peut construire des terriers pour un écosystème parfait. Et puis Prométhée vient pour examiner le travail de son frère. Il est consterné. Pourquoi il est consterné? Parce qu'il ne reste plus rien pour les humains. Pas de place particulière, pas de modèle et pas de don. Le petit humain naît tout nu et reste à la maison jusqu'à 25 ans. Il est incapable de faire quoi que ce soit par lui-même. Contrairement à la petite tortue d'eau qui peut se débrouiller au bout de 3 secondes. Elle sort de l'œuf, elle peut nager, elle peut manger, elle peut sans aucune éducation des parents. Et donc c'est notre absence de don naturel qui fait que nous ne sommes programmés pour rien. Et c'est ce qu'on va appeler la liberté. Nous allons être capables d'inventer tous les destins possibles. Et que fait Prométhée, voyant que les humains n'ont rien? Il va aller chercher le feu chez Héphaïstos, dans la forge du dieu des forgerons, et il va chercher les techniques chez Athéna, qui est la déesse de l'intelligence et des arts et des techniques. Il va donner aux humains le feu et les techniques. Et c'est ce qui fait que les humains, c'est ce que leur reprochent les écologistes, les humains vont être capables de pécher par hubris, par démesure, par arrogance, par orgueil. Ils vont être capables d'être l'égal des dieux. Je vais être très clair, l'espèce humaine est la seule espèce vivante qui soit capable de détruire la planète. C'est ça, le mythe de Prométhée. Et donc cet homme prométhéen, c'est exactement l'homme transhumaniste. Et c'est évidemment ce que vont lui reprocher les bioconservateurs, les écologistes, les Jacques Testa et autres, qui vont dire il faut rabattre le caquet à cet homme prométhéen qui est capable de démesure et qui est capable de perfectibilité infinie. Et de détruire la planète, ce qui est vrai. Et voilà pourquoi les bioconservateurs, on va assister à un débat, c'est ça le débat éthique, entre bioconservateurs et bioprogressistes, entre ceux qui veulent interdire absolument le transhumanisme et ceux qui veulent au contraire que tout ce qui est techniquement possible soit accompli. Vous voyez le débat? Et donc oui, pardon, j'ai été très long, mais le mythe de Prométhée, c'est le mythe de base. C'est celui qui va traverser toute l'histoire de l'humanité, c'est le mythe grandiose. Pardon, je suis trop long, je sais, mais sinon... Vous dites que l'homme est guidé par le progrès, mais est-ce que l'état du monde maintenant par rapport à il y a 50 ans, vous estimez que le monde est dans un meilleur état qu'il y a 50 ans? 1 milliard de fois, oui. Sans comparaison possible. Si je me remets, vous voyez, j'ai eu ce débat avec mon ami Finkielkraut, c'est un ami, j'ai eu ce débat avec Finkielkraut sur la nostalgie, et notamment par rapport aux années 60, c'est très intéressant. Non, mais je ne suis pas nostalgique. Hein. Non, je ne vous dis pas ça, je vous dis qu'on peut l'être. À titre personnel, je suis évidemment nostalgique des années 60. À titre politique et intellectuel, je pense que c'est la pire connerie du monde. Pourquoi? À titre personnel, nostalgie des années 70. J'avais 40 ans de moins, j'étais en bien meilleure forme, il n'y avait pas le sida, il n'y avait pas Daesh. Je jouais de la guitare dans une Kneipe, j'étais étudiant en Allemagne. Les jeunes filles n'étaient pas farouches. Vadim faisait des films magnifiques. Brigitte Bardot était encore ravissante. Il y avait que des avantages. Et donc, voilà, nostalgie des années 60. Maintenant, si je regarde, au lieu d'être centré sur le 6e arrondissement de Paris et le golfe de Saint-Tropez, si je regarde le monde réel, qu'est-ce qui se passait dans les années 60? Révolution culturelle chinoise, 70 millions de morts. On commence par là. Pays de l'Est, je fais mes études en Allemagne, je vais à Berlin-Est, c'est l'abomination de la désolation. Les gens meurent littéralement écrasés par la botte soviétique. Je vais en Amérique latine, ça m'arrive, qu'est-ce que je vois? Les Videla, les Pinochet, c'est des centaines de milliers de morts dans des chambres de torture. Je rentre en Europe, qu'est-ce que je vois dans la vieille Europe encore en 1970? Franco est encore vivant. Je ne peux pas aller en Espagne parce que mon père a fait la guerre avec Malraux. Il a monté l'escadrille d'Espagne, il a tourné le film L'Espoir. Nous sommes sur la liste noire, je ne peux pas aller en Espagne. La révolution des œillets n'est pas faite au Portugal.
régime fasciste, et la Grèce des colonels, c'est un régime néo-nazi. Je regarde l'espérance de vie, on a pris 20 ans depuis. Je regarde le niveau de vie, là j'emprunte les chiffres à Daniel Cohen, La prospérité du vice. On a multiplié par 3 le niveau de vie réel des Français depuis 1950. Donc quel que soit le critère que je prends, que ce soit des critères de liberté, que ce soit des critères matériels. Je vais en Suisse l'autre jour, pour des raisons hélas parfaitement honorables, je tiens à le préciser. Je suis reçu par le maire d'une ville de l'Appenzell, cher ami. Et je demande par curiosité quelle est la date à laquelle les femmes ont reçu dans le canton de l'Appenzell. Il y a 26 cantons en Suisse, l'Appenzell est un des cantons les plus archaïques, un canton germanique. Quelle est la date, je demande au maire de la ville, à laquelle les femmes reçoivent le droit de vote chez vous? Réponse, mesdames, tenez-vous bien, 28 avril 1991. Ah oui. Et oui, quand même. Et vous pouvez vérifier, c'est pas une blague, j'ai vérifié, parce que je ne croyais pas. Voilà, donc que ce soit en termes de liberté des femmes, que ce soit en termes de liberté des mœurs, que ce soit en termes de niveau de vie, que ce soit en termes d'espérance de vie, que ce soit en termes de fin du totalitarisme, la seule merde qui nous reste, c'est Daesh. Voilà. Et ils ne gagneront pas. Et là, je ne l'ai pas dit, mais je ne cesse de le dire à Juppé, à Fillon et aux autres. C'est pas Daesh qui fera le 21e siècle. Daesh, c'est un caillou, c'est un silex coupant dans la coupure, dans la chaussure. Mais c'est pas Daesh qui fera le 21e siècle, ce sont les GAFA qui font le 21e siècle. C'est Google, Apple, Amazon et Facebook. Daesh, c'est très très emmerdant. Mais Daesh, c'est rien. C'est pas Hitler, c'est pas Staline. Hitler, c'est 60 millions de morts. Staline, c'est 120 millions de morts, si je prends le communisme en ensemble. Daesh, c'est des tout petits joueurs à côté. Donc c'est très très embêtant, parce que, encore une fois, ça peut tomber sur n'importe lequel d'entre nous. Moi, ma fille, elle a perdu 3 copines au Bataclan, donc je sais ce que c'est que ça passe très près. Mais, encore une fois, c'est rien à côté de Hitler et Staline, et de Mao. Donc voilà, oui, la nostalgie des années 60, c'est la pire connerie du siècle, et je ne vous parle pas de la Troisième République, qui est une horreur absolue. Est-ce que vous ne pensez pas que cet eugénisme et l'allongement de la vie humaine comportent un danger au moins aussi grand que celui de l'intelligence artificielle massive, pour des raisons de placement économique, de ressources, démographique, démographiques, etc. Sur les ressources, non, je ne suis pas inquiet sur les ressources, parce qu'on pourrait en parler longuement, mais je ne pense pas du tout que... on a un problème, si vous voulez, à l'échelle de 2025, qui est le problème de l'épuisement des richesses naturelles non renouvelables. Parce que, en gros, la Chine consomme aujourd'hui 50% des matières premières industrielles. Et les BRICS, à eux seuls, consomment environ 78% des matières premières industrielles non renouvelables. Donc on a un vrai problème, on se heurte à un mur d'ici 2025, mais on y arrivera, c'est pas le sujet majeur. En revanche, c'est vrai que l'allongement de la vie humaine, mais en même temps, il faut être très clair, on ira, parce qu'on voudrait que les autres vivent pas longtemps, mais soit on en vive... Vous voyez, donc on ne peut pas raisonner comme ça. Donc de toute façon, à partir du moment où 90% des humains en état de marche veulent vivre le plus longtemps possible, on ne peut pas être égoïste et dire, bon, vous allez crever, puis moi je vais continuer à vivre. Donc on ira vers ça. Le problème majeur, ce ne sera pas tellement un problème d'épuisement des richesses naturelles, ce sera un problème démographique qui va être majeur. Or, est-ce que vous avez réfléchi pourquoi Elon Musk, donc patron de SpaceX, prévoit... C'est pas une blague, là aussi, les gens sont fous. En France, ils rigolent, mais c'est pas drôle du tout. La colonisation de Mars, c'est pour 2025. Et donc, vous avez bien vu, c'est pas pour rien qu'on a installé dans le désert une immense bulle totalement hermétique dans laquelle il y a des animaux, des plantes et des chercheurs, dont d'ailleurs un chercheur français, où ils ont vécu 6 mois totalement hermétiques, en enclos totalement fermés, parce qu'on prépare la colonisation de Mars. Et donc Elon Musk, évidemment, tous ces GAFA et toutes ces startups américaines, toute la Silicon Valley, a parfaitement compris que le problème démographique serait le problème numéro 1. Mais comme aucun d'entre nous n'a envie de mourir, il faut bien qu'on trouve une solution à ce problème, parce qu'on ne peut pas dire... Aujourd'hui, sur le plan écologique, en gros, on dit aux BRICS, surtout vous ne développez pas, mais les mecs, les Chinois, ils nous regardent en rigolant, ils nous disent, mais vous vous êtes développés comme des porcs, et maintenant vous voudriez qu'on ne développe pas. Je vous donne juste un chiffre, parce qu'il est très frappant. Chiffre 2011, mais ça n'a pas beaucoup changé. Il y a 10 voitures pour 1000 habitants en Inde. Il y a 40 voitures pour 1000 habitants en Chine. Il y a 600 voitures pour 1000 habitants en Europe. Il y a 900 voitures pour 1000 habitants aux États-Unis. Bon.
Quand la Chine aura le même nombre de bagnoles que nous, et ça ne va pas tarder, on a un problème énorme d'empreinte écologique, évidemment. Il faudra 4 planètes pour alimenter le secteur automobile chinois. Mais en même temps, dire aux Chinois, non, écoutez, soyez gentils, continuez le pouce-pouce, à mon avis, ça ne va pas marcher, voyez. Et donc, il faut qu'on trouve des solutions. Les solutions, c'est évidemment l'économie circulaire, c'est l'écologie circulaire, c'est évidemment l'innovation, c'est pas la décroissance. Et donc, sur l'écologie, je ne suis pas pessimiste. En revanche, oui, le problème démographique va se poser très vite parce que probablement, quoi qu'en dise mon ami Axel Kahn, je pense, moi, que l'allongement de la vie humaine va aller probablement très vite et qu'on fera... Alors, il me dit, Axel, il me dit, mais non, les humains, c'est bien plus compliqué que les souris. Mais oui, je sais bien que les souris, c'est petit et moins compliqué que nous, mais je pense que si, c'est pas des mouches et des champignons, les souris. Si on réussit à augmenter de 30% la vie des souris, c'est qu'une question de temps qu'on y arrive pour nous. Voilà. Et donc ces questions-là, oui, vont se poser, bien sûr. C'est pour ça que le transhumanisme n'est pas du tout un mouvement qui ne pose pas de problème. Simplement, on ne l'arrêtera pas comme ça, parce que nous avons envie de vivre. Et parce que je pense qu'en effet, l'humanité sera meilleure si elle est plus vieille. Je continue à penser que vieillesse et sagesse, même si ça ne correspond pas forcément. En tout cas, la vieillesse nous donne une chance d'être moins cons. Voilà. Et donc, je vous citerai simplement les vers de Hugo. Pour terminer, je vous laisserai avec ces vers de Beaux endormis. Enfin, si je suis encore capable de citer du Victor Hugo. Bose endormi, vous vous souvenez de Bose? Bose, il va épouser, il a, je sais pas quoi, 125 ans, et il va épouser, c'est dans la Bible évidemment, il va épouser une Moabite qui s'appelle Ruth, et il aura toute une descendance avec elle. Et l'un des plus beaux poèmes de la poésie française, dans la légende des siècles, c'est le poème de Victor Hugo, qui s'appelle « Beaux endormis ». Et il est sublime, ce poème. Il est d'une profondeur abyssale, si je m'en souviens. Bose était bon maître et fidèle parent, donc il est très très vieux, hein, c'est ça l'idée. Bose était bon maître et fidèle parent, il était généreux quoi qu'il fût économe. Les femmes regardaient Bose plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première entre aux jours éternels et sort des jours changeants. Et si l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Lumière plutôt que flamme, grandeur plutôt que force. Et donc là, vous avez une définition de la vieillesse qui est celle que Kant donnait déjà dans la critique de la faculté de juger en 1790, c'est la pensée élargie. On peut être très très con quand on est vieux, et même souvent on est gâte, mais l'expérience nous donne une chance qui est la suivante. Je vous l'ai dit, c'est tellement profond et tellement juste à mes yeux. La pensée élargie, c'est quoi ? C'est la chance qu'on a avec l'âge, mais l'âge, ça ne veut pas dire le grand âge, mais la chance qu'on a quand on devient adulte, notamment, et en vieillissant après, c'est de s'arracher à ses particularités d'origine pour élargir l'horizon. Moi, j'ai fait mes études en Allemagne, c'est exactement ça. Quand vous apprenez une langue étrangère, j'ai appris l'allemand, j'ai appris l'anglais, j'ai passé 20 ans de ma vie à traduire les philosophes allemands, quand vous vous arrachez à une particularité d'origine, qui pour moi est le français, évidemment. Au début, ça fait très mal cet arrachement, parce que quand vous êtes comme ça, dans un dîner, vous comprenez toujours ce que les gens disent quand ils racontent une blague, sauf la blague elle-même, par exemple. Et puis quand vous les draguez les jeunes filles, vous avez toujours l'air empoté, vous avez l'air d'un nul. Bon, heureusement, jouer de la guitare, ça aide, mais parce que ça traverse les langues. Mais donc, c'est un arrachement très difficile. Mais une fois que cet arrachement est fait, qu'est-ce que vous gagnez? La pensée élargie, c'est ça. Vous communiquez avec plus de gens, vous rentrez dans plus d'humanité, vous participez à plus de culture et à plus de culture humaine importante. Vous élargissez l'horizon. Et ça, sans l'âge, vous ne pouvez pas y arriver parce que ça demande du temps. De même qu'on ne peut pas savoir ce que c'est que d'avoir des enfants quand on n'en a pas eu. On ne peut pas savoir ce que c'est que parler une langue étrangère quand on n'a pas fait l'effort de l'apprendre. Et ça vous ouvre l'horizon, ça élargit l'horizon. Donc je pense voilà, que ce projet, au fond, de vivre plus vieux, vous savez, je termine avec ça, il y a 15 millions de livres à la Bibliothèque du Congrès, il y en a 11 millions à la Bibliothèque nationale. J'ai fait le calcul avec mon ami Bernard Pivot, même quand on est un barjot comme moi, on lit 10 000 livres dans sa vie, 15 000 si on est vraiment très très fou. Il y en a 15 millions à lire. Il y a tellement de femmes à aimer, mes amis. Merci à vous.